Il est 20h à Kinshasa et bienvenue à votre grande édition vespérale. Dans ce journal magazine, vous aurez droit à l'actualité et bien évidemment la rétrospective de la semaine. Question de vous mettre au parfum de l'actualité de la semaine qui se termine. Un invité dans ce journal, il s'agit de Bob Mbombo, chargé de la cellule de communication de la SNEL. Avec lui, nous parlerons du débit, du procès, des vols, des cornières et autres équipements de la SNEL. Bonsoir. Bonsoir, M. Guetti. Je serai à vous dans quelques instants. Merci. Mais tout d'abord, place à l'actualité. Le Kasaï central sera doté des centres de formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle, John Toumba, en a parlé avec le gouverneur par intérim de cette province, Anita Lwamba. De la RDC par le truchement du ministère de la formation professionnelle arts et métiers entend bien ériger des centres pilotes de formation par excellence dans différentes provinces. Un projet qui sera mis en œuvre grâce au partenariat fructueux avec la société chinoise AVIC et le financement de Exim Bank. Mais en prélude à cela, cette rencontre entre le ministre de la formation professionnelle arts et métiers, John Toumba, le gouverneur ad interim du Kasaï central et cette équipe d'experts a été favorable pour accorder les points de vue sur la visite de prospection qui permettra de repérer un site viable. Il y a un projet qui est sur la table pour la construction des centres professionnels. Alors, raison pour laquelle nous sommes rendus avec les gouverneurs AI de Kasaï central pour que nous puissions échanger et avancer avec les projets. Nous avons plus de 10 filières exploitées. Outre les salles de classe, ces centres comprendront notamment des ateliers pour concilier directement la théorie à la pratique et un compartiment qui sera réservé à l'internement des apprenants. Notre joie est grande dans le sens que notre province est parmi celles sélectionnées pour avoir un centre digne où nous avons beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles qui doivent participer à la construction de notre province. Avec ce projet du gouvernement congolais, plusieurs filières seront au menu, à l'instar des opportunités naturelles et du bassin d'employabilité qu'offre cette province. L'agro-industriel devra aussi figurer. Question de favoriser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reste déterminé et impliqué à l'industrialisation du pays et à la revalorisation de la main-d'œuvre locale qualifiée. La ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, se prépare à accueillir activement la ministre de la fonction publique Yolande Ebongo, qui est attendue au début de la semaine dans le chef-lieu de la province de la Chopo. José Baïtombo nous fait découvrir l'ambiance des préparatifs de son accueil. Kisangani s'apprête à réserver un accueil de grand jour à l'une de ses filles élevée en dignité. Une première visite de travail qui vient renforcer le lien avec le Boyomais et Boyomé. Dans la ville, le différent Calico, au message d'espoir et de remerciement, annonce le couleur. Les états-majors de partis politiques, le mouvement social pour le renouveau en particulier, de Maman Malaïka, médecins, sportifs et autres s'activent tous afin d'accueillir la leur, la digne fille qui fait la fierté de tout un peuple, les Tchopolais. De Maman Malaïka et les autres mamans des autres associations de la province ici, en tout cas, nous la portons dans notre cœur. C'est un modèle aussi pour nous. Aujourd'hui, avec toutes ces casquettes, elle vient dans la Chopo, une fierté pour nous. Nous l'attendons à bras ouverts, qu'elle vienne. Nous avons besoin de la voir encore une fois de plus. Nous sommes fiers parce que nous connaissons bien sa capacité. Elle a un parcours élogé. L'objet de la mission du ministre de la fonction publique ne peut que réjouir agents et cadres des différentes divisions de la province. Ils ne cachent non seulement pas leur enthousiasme, mais voient dans cette arrivée une lueur d'espoir face aux multiples problèmes auxquels ils font face. Les agents ont été admis sous statut, mais ne touchent pas leurs primes, ne touchent pas leur salaire. Bon, quand la patronne décide d'aller vers la province, tout le monde s'attend à quelque chose de positif. L'émotion est déjà vive. Elles le seront encore, sans nul doute, à l'arrivée du ministre à Kisangani, la ville qui l'a vu naître, grandir et s'épanouir dans la politique. Avec environ 1 million d'habitants, la ville de Kisangani est aujourd'hui le chef-lieu de la province de la Chopo, après avoir été pendant des décennies celui de la Grande Orientale.
Et le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Manzenga, revient de Lagos, au Nigeria, où il a pris part à la réunion des ministres en charge de transport maritime, nous dit Vital Pagabita. Plusieurs matières ont été examinées au cours de cette réunion des ministres des Transports, membres de l'OMAOC, Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment les contenus de la charte de l'OMAOC. Ces assises ont été présidées par le ministre congolais des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, et président en exercice de l'OMAOC. En effet, les comités des experts de l'OMAOC s'est réunis à Lagos du 15 au 16 septembre 2020 sur les projets de mise en place de la Banque maritime régionale de développement. Mesdames et Messieurs le ministre, nous sommes à un tournant décisif de ces projets. Je souhaite que la volonté de la sous-région s'exprime massivement afin que nous puissions faire un grand pas en avant. J'ai saisi cette occasion pour rappeler que l'approbation de la charte n'est pas la ratification. Ce dont il est question dans cette étape, c'est de permettre d'asseoir des organes provisoires fondés sur l'accord du ministre chargé des transports maritimes. Il a été demandé au Nigeria de contribuer financièrement à hauteur de 40% pour le bon fonctionnement de l'OMAOC. Outre les ministres en charge des transports maritimes, les agents des institutions rattachées à l'OMAOC et autres experts ont pris part à cette grand-messe. Schoolapp Kwilu, ce logiciel créé pour la numérisation du système éducatif, a permis de connecter plusieurs écoles de la province du Kwilu. Son lancement officiel a eu lieu en présence du gouverneur de Kwilu. Paulette Lomba, Romain Bouta nous en parle. Plus de 4300 écoles de la province du Kwilu ont adhéré à la vision du chef de l'État. Vision matérialisée par le gouvernement provincial en faisant du numérique un levier de bonne gouvernance scolaire. Déjà, plus de 100 écoles sont informatisées et près de 1200 autres pourront intégrer d'ici la fin du mois de janvier 2021 le système numérique. Et cela grâce à Schoolapp, une plateforme numérique congolaise, outil qui permet l'accès au contenu du programme éducatif national de l'enseignement en République démocratique du Congo. Pour votre rappel, le Schoolapp a été lancé officiellement par le gouverneur du Kwilu le 19 novembre de l'année en cours. Le gouverneur du Kwilu, Willy Ichundala, satisfait de l'innovation apportée dans le système éducatif de son entité administrative. Un atout indispensable devant permettre dans un avenir proche à d'autres secteurs de se développer selon lui. Le directeur général de Schoolapp, Pascal Kanik, en appelle les apprenants pour qu'ils s'approprient ce programme très bénéfique pour leur formation. Schoolapp, c'est un moyen de suivi pédagogique pour les parents. Schoolapp, c'est une manière de gérer moderne de gérer les établissements scolaires. C'est un outil de prise, d'aide dans la prise de décision pour les gouverneurs, pour les ministres, de maîtrise des effectifs scolaires, des réductions de taux de détournement, d'abandon scolaire. C'est aussi un moyen pour les parents de s'assurer que le parcours scolaire de son enfant est correct et est périn. Parce que Schoolapp peut archiver tout le parcours scolaire. Schoolapp peut faire en sorte que l'élève puisse retrouver tout son parcours, toutes ses archives, même 10 ans après avoir quitté l'école. Pascal Kanik a témoigné également sa profonde gratitude au chef de l'État et au Premier ministre d'avoir mis tout le moyen nécessaire pour que Schoolapp soit à la disposition des écoles dans le Kwilu. Ouvrons à présent notre rubrique rétrospective avec les consultations qui se sont poursuivies au courant de la semaine qui s'achève avec des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu avec des délégations venues des provinces du pays. La semaine du président, c'est aussi sa visite de réconfort au chevet des écoliers qui ont connu l'accident des circulations et internés au centre médical Diamant. Le président de la République a reçu également le directeur Afrique du ministère français des Affaires étrangères, émissaire de son homologue français Emmanuel Macron, qui soutient le président de la République, futur président de l'Union africaine. La semaine du président, c'est signé Pierre Kibambeso Moïsa.
Débuté le 8 novembre 2020, les consultations sont entrées dans leur 3e semaine avec l'affluence des personnalités venues pour la plupart des différentes provinces soutenant la création de l'Union sacrée de la nation et des forces du chef de l'État. Le mardi 17 novembre, la journée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est ouverte par la visite de jeunes écoliers victimes d'un accident de circulation en plein centre-ville de Kinshasa. Très affecté par la nouvelle, le père de la nation est allé au chevet de 12 enfants hospitalisés dans un centre médical de la capitale. Il a fait le tour de malades à qui il a apporté tous les réconforts. Leur prise en charge est entièrement assurée par le gouvernement. L'Éthiopie sollicite l'appui politique et diplomatique du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les conflits du Tigré en sa qualité de premier vice-président en exercice et de futur président de l'Union africaine dès janvier 2021. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre éthiopien des Affaires étrangères, a séjourné à Kinshasa. Il a présenté au chef de l'État la situation des conflits qui opposent l'armée fédérale éthiopienne aux forces de la région dissidente du Tigré. Les consultations de la semaine ont commencé avec l'entretien que le chef de l'État a eu avec le caucus des députés de Massissi, territoire du Nord Kivu, en proie à une insécurité récurrente. Ils ont donné leur piste de solution à la situation sécuritaire dans la partie est du pays et proposé la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale. D'une province de l'Est du pays à une autre, le Sud Kivu a été aussi représenté aux consultations par une délégation des députés nationaux qui ont remis au chef de l'État leur mémo sur la situation politique, sociale et sécuritaire de leur province et du pays. Le caucus des députés du Sud Kivu a encouragé le président de la République à nommer un informateur et plaider le cas de l'honorable Vital Kamerhe. Une forte délégation des paysans kassaïens vivant au Katanga a aussi eu des entretiens avec le chef de l'État. Elle a préconisé la rupture de la coalition FCC-Cash pour contourner le blocage de l'action de l'État. Le caucus du Maniema n'est pas demeuré en reste. À l'instar d'autres notables du Grand Kivu, ceux du Maniema ont réitéré leur appui à la vision du chef de l'État et leur soutien aux décisions qui sortiront des consultations présidentielles. Excellence des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Paris et Kinshasa. Christophe Bigot, directeur Afrique au ministère français des Affaires étrangères, est venu le dire de vive voix au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a transmis un message de son homologue français Emmanuel Macron. La France, qui appuie la RDC dans son futur mandat à la tête de l'Union africaine, se veut un fervent soutien du pays, de son unité et de son indépendance. Christophe Bigot, directeur Afrique au ministère français des Affaires étrangères, a été conduit auprès du chef de l'État par l'ambassadeur de France à RDC, François Pijola. Par visioconférence, à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au 8e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Favoriser la mise en œuvre du pacte en intensifiant la coopération économique régionale et le développement, c'est le thème principal du sommet. Le chef d'État et de gouvernement ont notamment échangé sur des questions relatives à la désignation du nouveau secrétaire exécutif de la CRGN, l'état des contributions des États membres au budget du secrétariat et le fonds spécial pour la reconstruction et le développement. Reçu le vendredi, l'ambassadeur de Japon, Hiroshi Karube, est venu faire ses adieux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au terme d'un mandat de 4 ans et 4 mois en RDC. Il s'est réjoui du raffermissement des relations bilatérales entre Tokyo et Kinshasa au cours de son mandat avec la réalisation de plusieurs projets dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et le Japon.
Plusieurs sujets d'actualité ont marqué la semaine qui touche déjà à sa fin. L'on retient le rapport publié par l'Inspection générale de finances sur les détournements de deniers publics au terme d'une mission d'enquête menée par l'IGF. La République démocratique du Congo, menacée par une deuxième vague de contamination à la Covid-19, le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus se réunit à ce sujet. Un autre sujet, l'affaire opposant le député Albert Fabrice Pouela au bureau de l'Assemblée nationale au niveau du Conseil d'État. Cet élu du Congo central exige la démission de tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Une page noire, la RTNC en deuil, frappée par la disparition tragique d'un de ses meilleurs présentateurs et producteurs d'émissions, la personne de Joël Lungenza. La semaine en 5 minutes, c'est avec Marie-Louise Mbela. Au courant de la semaine qui s'achève, l'INRB alerte la progression du taux des cas infectés au coronavirus. Le comité multisectoriel des ripostes contre le Covid-19 a signalé cette recrudescence, notamment dans la ville-province de Kinshasa. Il a fait cette annonce au chef du gouvernement qui a aussitôt appelé la population à observer le respect strict des mesures préventives édictées par l'OMS et le chef de l'État pour freiner la contamination et la propagation de cette pandémie. Et face à l'accroissement des personnes infectées, le chef du gouvernement de la République, Ilunga Kamba, est revenu sur les mesures de restriction à appliquer dans la vie quotidienne pour atténuer les effets négatifs tels que l'interdiction des veillées mortuaires, toute forme de manifestation des masses et autres. Toujours dans le secteur de la santé, les autorités sanitaires ont annoncé la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola à Mbandaka dans l'Équateur. L'inspecteur général des finances a rendu public le 18 novembre les résultats des 5 missions d'enquête à la clé des scandales de détournement des fonds publics, notamment en lien avec la paie des enseignants et le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ici, des sommes colossales des fonds publics ont été englouties. L'IGF annonce le détournement de 250 millions de dollars américains avec un contrat de gré à gré sans appel d'offres ni les garanties techniques et financières normalement requises. Désormais, le passeport congolais sera vendu à 99 dollars américains payable en francs congolais. Cette diminution drastique des prix a été saluée au sein de la société congolaise. L'actualité, c'est aussi la signature des 5 conventions dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la République française et la RDC. L'une des conventions porte sur l'appui à l'organisation de la formation et au fonctionnement de l'école de guerre à Kinshasa. L'environnement et le climat au cœur de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, journée célébrée le 20 novembre de chaque année. La parole a été donnée aux enfants qui revendiquent leurs droits et appellent les adultes à se mobiliser pour trouver des solutions durables pour protéger la RDC contre les réchauffements climatiques et la dégradation de l'environnement. L'UNICEF, qui appuie le gouvernement de la République pour assurer un environnement sain et assaini à travers son représentant pays, a remis un rapport au Premier ministre, rapport dans lequel l'UNICEF a reconnu les efforts significatifs du gouvernement de la République dans la protection des enfants. Le 18 novembre de chaque année, le pays africain célèbre la journée des statistiques. Elle a été célébrée sous le thème « Moderniser le système statistique national pour fournir les données et les statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique ». La rédaction a fait un clin d'œil sur celle qui fut l'une des grandes productrices du ciment en Afrique centrale, la cimenterie de Lubudi dans les Lualaba. Cette entreprise peine à se relancer depuis 10 ans maintenant par manque de capitaux, situation qui plonge toute la cité de Lubudi dans un chaos social indescriptible alors que ces gisements de calcaire peuvent produire des ciments jusqu'à une durée de 400 ans. Et donc la relance de cette cimenterie pourra être très salutaire. Après 10 premiers lauréats qui se sont envolés pour la France, 10 autres boursiers du programme Excellencia ont pris la direction du Royaume du Maroc pour entamer leur cursus universitaire. La première dame de la République et initiatrice de ce programme a partagé un petit déjeuner avec le jeune avant leur départ pour le pays de Mohamed VI. Denis Nyakero Tshisekedi a également reçu le docteur Senen Ourton, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, arrivé fin mandat en RDC. Alerté sur l'existence d'un lieu de détention secret de la Direction générale des migrations, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, a effectué une visite d'inspection de ces cachots clandestins situés au sein du bâtiment en construction de la DGM sur l'avenue Haut Commandement de la commune de la Gombe.
La semaine qui s'achève est une semaine de tristesse, de consternation remplie d'angoisse, d'amertume. Et le ciel n'a pas tardé de s'assombrir sur toute l'étendue de la RTNC depuis la disparition brutale de l'un de ses journalistes. Joël Lungenza, son souffle s'est arrêté le dimanche dernier. Ses collègues, sa famille se sont effondrés et refusent d'y croire, mais il faut y croire. Très triste, sa famille communicationnelle de parler de Joël Lungenza au passé. Un journaliste dévoué, très engagé, travaillant avec abnégation, doublé d'une finesse d'esprit et aussi d'un esprit pragmatique. Dans son rôle de journaliste, il s'est fondé à la perfection car son travail le passionnait. Joël Lungenza a apporté force et dynamisme à l'équipe de la rédaction de la télévision nationale et tous ceux qui les côtoyaient ont bénéficié. Tu nous manqueras à chaque instant de nos vies. Et comme je l'ai annoncé au début de ce journal, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Bob Mbombo, chef de la cellule de la communication de la SNEL. Avec lui, nous parlerons du début du procès de voleurs des cornières et autres équipements de la SNEL. Certainement, ces inciviques ont plongé une partie du pays dans le noir, n'est-ce pas Bob? Oui, comme vous venez de le dire, M. Guetti, nous avons tenu à rendre ces procès publics parce que la publicité permet non seulement qu'on sensibilise la population, mais qu'on fasse voir à cette population ce que la SNEL est en train de connaître comme problème. Au fait, ces inciviques ont été arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé des cornières sur nos pylônes de la ligne haute tension. Ces pylônes amènent du courant dans le Grand Bandundu. Et en volant ces cornières, les pylônes se sont écroulés et ils ont plongé toute la partie est de Kinshasa dans le noir et le Grand Bandundu. Vous comprenez qu'il n'y a pas eu seulement l'absence d'électricité, mais c'est un manque à gagner, non seulement pour la SNEL, mais pour toute la République. Et c'est pour quand ce procès? Ce procès commence demain, lundi, le 23 à 9h. C'est ici à côté de la RTNC, sur le terrain du centre médical Vidiana, au croisement des avenues Cabinda et Libération ex-24 novembre. Et à part les cornières, il y a encore un groupe d'inciviques qui ont volé plusieurs équipements de la SNEL. Vous savez, SNEL est victime des actes de vandalisme comme on n'a pas idée. Nous avons demandé à la population de s'approprier, de protéger les réseaux de distribution de la ville de Kinshasa. Mais il s'est fait malheureusement que parmi la population, il y a des inciviques qui continuent non seulement à voler les câbles pour empêcher les autres d'avoir du courant, mais aussi et surtout, il y a un autre réseau qui a volé, enfin on peut appeler ça voler ou constituer des tenues de travail qui sont en train de vendre illégalement. Et ils vendent à qui? Aux inciviques qui vont se présenter sur le réseau comme agents qui vont vandaliser le réseau. Et tout ça va retomber sur la SNEL. C'est pourquoi nous avons voulu sensibiliser la population et faire en sorte que cette population devienne elle-même sentinelle du réseau parce qu'elle doit avoir du courant. Et parlons d'autres choses, surtout de la mauvaise desserte de l'électricité de la capitale et surtout ailleurs. Qu'est-ce qui explique cette mauvaise fourniture de l'électricité? Ce n'est pas une mauvaise fourniture d'électricité. Nous sommes ici dans une entreprise qui est dirigée par M. Jean Bosco Kayombo, qui a amené un programme qui était tracé et étalé sur une année. Nous avons commencé par réhabiliter nos parcs de production. La ligne, nous avons ajouté une deuxième ligne qui est sur Kinshasa. Et puis nous avons renforcé les capacités de la ligne qui part d'Inga vers Kolwezi. Bon, vous comprenez que cette stabilité nous a poussé maintenant à placer dans les différentes communes un certain nombre de cabines pour décharger les cabines qui existent. En dépit de ces programmes, vous connaissez, on a eu la pandémie qui nous a empêchés de réaliser ces programmes. Mais ceux qui voient à Kinshasa, ils savent que la tension elle est stable. Mais dès que le programme est réalisé, en plaçant des cabines de décharge, nous allons équilibrer la situation. Et là, c'est à vérifier parce que vos abonnés se plaignent de cette situation. Bon, vous savez, c'est difficile qu'on convainque tout le monde, mais c'est le doute de certains abonnés qui nous pousse encore à mieux faire. Et comment expliquez-vous la facturation de la SNEL? Non, je vais encore revenir sur ça parce que les gens pensent qu'après la gratuité qui a été décidée par le gouvernement, nous avons doublé le prix. Non, nous avions, il faut parler au passé, nous avions un système de facturation forfaitaire. Nous nous sommes dit, il faut que le Quinois accepte la nouvelle politique que nous amenons, celle de déplacer le compteur après paiement. Ces compteurs vont avoir un double objectif. D'abord, la sécurisation de la consommation du client. Donc, vous payez ce que vous avez réellement consommé. Et ensuite,
cette sécurisation permet qu'on économise l'énergie. Au lieu de facturer forfaitairement. Oui, parce que la loi qui a été publiée sur la libération du secteur d'électricité ne nous oblige pas à facturer forfaitairement. Donc nous avons l'obligation de placer ces compteurs, que la population accepte ces compteurs. Je vous dis que ça serait extraordinaire. Merci, monsieur Bob Mbombo. Je rappelle que vous êtes chef de la cellule de la communication de la SNEL. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur Guetti. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci. Poursuivons ce journal. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, poursuit sa tournée de sensibilisation à la Covid-19 dans différentes églises de la ville de Kinshasa. Ce dimanche, Jolino Makelele était à l'église Liloba où il a porté des kits sanitaires contre le coronavirus. Suivez. C'est dans le cadre de la sensibilisation à la Covid-19 que le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, est descendu cette fois-ci à l'église Liloba pour toujours sensibiliser cette assemblée de Dieu face à la pandémie. Dans sa gibecière, David Jolino Makelele a remis des savons liquides, masques, désinfectants et lave-mains pour cette cause. Une occasion pour ce ministre infatigable de soutenir le représentant légal de cette église pour le travail qu'il ne cesse d'abattre au sein du peuple de Dieu. L'État a combattu la banabaye. Bomonaki tango malade mabe ya coronavirus yaki. Ebeti mokili ya Chine, ebeti mokili ya Europa, ebeti mokili ya Amerika, eye kobeta biso pe na Afrika. C'est parce que ça fait déjà 6 mois. Mais na koufé la paix, moto na famille na ngai. O azalaki tembe, aza kondimate de malade walese. Yango na lingi tembe zalate. Soki bomoni tawana ekomi zabazo la kisabiso ba signe. Après l'église, le ministre est allé à la résidence du prophète. Je suis venu ici pour lui témoigner cette marque particulière d'affection que j'ai à son endroit. Et pour qu'il sache que même quand il n'est pas là, j'ai encore l'impression qu'il est là. Et c'est ce que j'ai vécu à l'église. Ici, nous avons parlé en profondeur de Dieu, de ses œuvres, et surtout de la manière dont il assure l'exégèse de la Bible. Le prophète Condé salue la visite du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, et estime que c'est une sorte de considération à son égard. Aujourd'hui, parce que c'est un honneur pour moi de recevoir son Excellence, le ministre de l'Information. Je remercie le bon Dieu pour cette journée que Dieu nous a donnée comme grâce. Je ne croyais pas que j'ai toujours été une fois aussi soutenu par les autorités, mais voilà qu'aujourd'hui, je me rends compte maintenant qu'on est ensemble avec nos autorités, donc ils me soutiennent aussi dans la souffrance, dans le moment du malheur. Voilà. Il faut noter que la résurgence de cette pandémie à coronavirus aura encore à multiplier des descentes de David Jolino Makelele sur le terrain afin de toujours sensibiliser la population contre cette maladie mortelle. Environnement, un nouvel ouvrage dans le domaine environnemental vient d'être porté sur le fonds baptismaux. Il s'agit du livre intitulé « Nécessité de la spécialisation de la justice environnementale en République démocratique du Congo ». Dans l'ouvrage, les sommités scientifiques congolaises plaident pour la création des tribunaux pour l'environnement et des ressources naturelles qui seraient dirigés par des magistrats de carrière formés en droit de l'environnement. Marie-Louise Mbela. La criminalité environnementale se porte bien en République démocratique du Congo à travers le saisie récurrent d'ivoire, des cailles de pangolin, des graines de moringa, pour ne citer que cela. Et cette criminalité des faune et flore en RDC est devenue un défi du droit pénal, réalité qui a conduit le professeur Augustin Ngumbi Amouri à mener de recherche dans l'ouvrage intitulé « Nécessité de la spécialisation de la justice environnementale » publié aux éditions Presse universitaire du Congo. Ces écrits sont une esquisse d'une politique criminelle afin d'arrêter l'hémorragie du trafic illicite des espèces de faune et flore sauvages en République démocratique du Congo. Comme nous les humains, les actes de braconnage et de commerce illégal des espèces de faune et de flore sauvages et leurs conséquences se multiplient
en même temps que l'impunité de leurs auteurs, co-auteurs, complices, ne fait que s'accroître. Cet ouvrage est le premier en RDC à aborder des questions juridiques qui touchent les secteurs de l'environnement, ont reconnu la sommité des professeurs congolais présents à cette cérémonie des baptêmes. Ces derniers ont salué la qualité du travail et ont sollicité, en joignant l'idée de l'auteur, la création des tribunaux spécialisés en matière environnementale et ressources naturelles. Ajouté à cela, la création d'un département du droit pénal environnemental pour former des spécialistes dans les domaines. L'heureux de l'événement, le directeur général de l'ICCN qui trouve un appui scientifique dans son combat pour la préservation et la conservation de la biodiversité. Nous voulons apporter cette ode de bénédiction afin de couronner au travers de toutes les lectures qui seront faites cette nécessité de pouvoir concrétiser et réaliser le vœu tel qu'exprimé dans le sujet de ces livres. Qu'il en soit ainsi pour tous les lecteurs et nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le docteur Kosmawi Lungula a ainsi porté sur le fond baptismaux l'ouvrage du professeur Augustin Ngumbi. Une première promotion des ingénieurs en génie rural formés par l'Institut national de bâtiments et travaux publics sera bientôt à l'œuvre. Ces nouveaux bâtisseurs sont appelés à participer à améliorer la qualité de vie en milieux ruraux, nous dit Médard Bouyal. L'Institut national du bâtiment et des travaux publics entend désormais se présenter comme une institution universitaire pilote dont l'une des missions est de contribuer à la transformation de la qualité de la vie en milieux ruraux. Des filières actuelles organisées au sein de l'INBTP ont un ancrage avec des problématiques liées à l'environnement, à l'eau, au climat et à l'habitat. Toutes ces questions touchent de manière directe ou indirecte des villages et des villageois présentés comme arrière-pays. Moralité, c'est l'augmentation de la fuite des cerveaux et des forces de production vers des centres de consommation. Et que la particularité est que les étudiants de génie rural, ceux-là, ils sont comme les bâtisseurs, comme tous les autres étudiants de l'hydraulique, de bâtiments, etc. Mais la particularité est qu'ils s'occupent beaucoup plus des ruraux. Donc, ils travaillent beaucoup plus dans la construction des routes de dessert agricoles. Ils travaillent dans les aménagements hydro-agricoles. Ils travaillent dans des constructions dans les milieux ruraux, que ce soit des immeubles dans les milieux ruraux. Ils sont capables donc de faire la stabilité. Et ils travaillent très bien dans les cas de construction. Je peux vous dire au passage que le ministère de l'Agriculture m'a déjà fait une lettre me demandant plus de 50 étudiants de génie rural et nous n'avons produit que 25. Donc, c'est que nous sommes en moins. Donc ils vont aller, ils seront encadrés par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, qui dit Banque mondiale, c'est que le paiement est un peu alléchant par rapport à rester en ville. Donc ils vont y aller. Satisfait du travail réalisé, le directeur général de l'INBTP, le professeur Manitouma Mavakala Simon, a salué le climat qui a prévalu au sein de cette alma mater, malgré les effets pervers du Covid-19. Grâce à la coopération avec la Banque mondiale, l'INBTP s'est doté d'un laboratoire performant et a renouvelé le contenu de sa bibliothèque. Une autre cérémonie de collation de grades académiques, cette fois-ci à l'Institut supérieur d'enseignement technique médical ISETEM, Luxon Kabbalah. En dépit de la situation difficile causée par la disparition du promoteur de l'Institut supérieur d'enseignement technique médical ISETEM, les autorités académiques ont pu acheminer le navire jusqu'au port d'arrivée. Tous les intervenants, dont le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le bourgmestre de la commune de Makala et les représentants des lauréats, ont salué le mérite et les qualités managériales du comité mis en place. D'où les félicitations du directeur général ad intérim de l'ISETEM, Kassongolo Kila Fortuna, d'abord au staff dirigeant et aux étudiants qui se sont distingués et qui ont satisfait un grand nombre. Vous avez bravé pour venir chercher la science, pour venir rencontrer le professeur, pour venir à l'ISETEM. Soyez alpinistes, parce qu'il y a encore une autre couronne qui vous attend en licence. Il y a encore une autre couronne qui vous attend. Vous devez aller de l'avant. Soyez alpinistes pour arriver jusqu'au sommet, en montagne. Cet établissement d'enseignement supérieur organise des études en plusieurs sections telles que en sciences infirmières, sage-femme, laboratoire médical, en graduat
et la santé communautaire, la biologie médicale et autres en licence, 34 ans d'expérience. Le choix de l'ISETEM se confirme être le meilleur pour l'avenir universitaire réussi. L'année académique 2019-2020 appartient désormais au passé dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo et à l'université de Lubumbashi. La cérémonie de collation des grades académiques a eu lieu en présence du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Au total, 19 018 étudiants étaient inscrits à l'université de Lubumbashi pour l'année académique 2019-2020, dont 1473 ont réussi sur 4 360 inscrits à la première session au degré terminal. Plus ou moins 99%, plus ou moins 97% des cours ont été dispensés malgré la pandémie de Covid-19 qui a perturbé cette année académique. Le recteur de l'université de Lubumbashi a rendu hommage aux éminents professeurs pour leurs engagements dans l'encadrement de la jeunesse malgré les temps difficiles. Gilbert Kishiba Fitoula a aussi invité les étudiants à donner un sens à leur diplôme. La province du Haut-Katanga, la barque est bien pilotée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Excellence, je voudrais en peu de mots exprimer l'assurance de la gratitude de la communauté universitaire. Par la suite, l'UNILU a décerné un diplôme de mérite au gouverneur Jacques Kabula Katwe, présent à la cérémonie pour les loyaux services rendus à cet alma mater. Même diplôme aux professeurs Ekwalanga et Lungu Philomène pour leur contribution dans la lutte contre le Covid-19. Le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, a dans son mot exprimé sa détresse vu que la cérémonie ne s'est pas déroulée à l'amphithéâtre de l'excellence Kalaba comme prévu suite à l'accident survenu le mardi dernier. Sur ce, une minute de silence a été observée en mémoire de l'ingénieur qui a succombé lors de cet accident. Juste après, l'autorité provinciale a rendu hommage aux professeurs de l'université avant de clôturer officiellement l'année académique. L'université de Lubumbashi mérite toutes mes félicitations pour s'être bien distinguée parmi ses consoeurs des universités publiques de notre pays. Sur ce, je déclare close l'année académique 2019-2020 à l'université de Lubumbashi. Il s'ensuivra la programmation des résultats des lauréats par les doyens, directeurs des facultés et écoles supérieures, ainsi que la collation des grades académiques. Chaque lauréat a défilé devant la parterre d'autorité pour recevoir son diplôme. Le tout s'est déroulé dans une ambiance festive. Politique, Jean-Pierre Kankou, président du mouvement Debout congolais, soutient les consultations initiées par le chef de l'État en vue de la création de l'Union sacrée de la nation. Suivez. Le mouvement Debout congolais, en cycle MDC, vient vers vous pour réveiller notre conscience collective par rapport au comportement affiché par l'Église catholique, représentée par la CENCO. Celle-ci n'a jamais digéré son échec à Genève. C'est avec indignation et avec tristesse profonde que le peuple congolais a constaté que l'Église catholique rame à contre-courant de la volonté du peuple congolais. Face à la situation difficile de notre pays, le président de la République a initié les consultations pour sortir notre pays d'un marasme chronique qui freine le développement de notre pays. Parallèlement, l'Église catholique a lancé un projet de consultation qui n'a qu'un seul but, c'est d'affaiblir l'autorité des chefs de l'État et de chercher à repositionner ses pions. C'est pour cela que le mouvement Debout congolais lance un appel à chaque citoyen, à chaque citoyenne, de se mettre debout comme un seul homme derrière le président de la République. Il est le seul garant de la nation et de nos institutions, les rôles que lui confère notre Constitution. C'est pour cela, chers compatriotes, ne soyons pas endormis, soyons vigilants. Le moment est crucial.
Le moment est crucial pour l'avenir de notre pays. Soyons tous derrière le président de la République. Politique encore dans ce journal, Astrid Madiatoumba, présidente de l'Association pour le développement intégral du Kasaï, soutient les consultations initiées par le chef de l'État. Elle a donné de la voix. Politique. Après observation et analyse de la situation sociopolitique de l'heure, nous, Astrid Madiatoumba, députée nationale, ministre nationale honoraire et coordonnatrice de l'Association pour le développement intégral du Kasaï, soutenons les consultations nationales que mène son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et prise de paix et soucieuse du développement de notre nation en général et du Grand Kasaï en particulier, invitons à cet effet toute la classe politique congolaise ainsi que la population congolaise bénéficiaire des décisions qui seront prises à l'issue de ces consultations à accompagner les chefs de l'État, garants du bon fonctionnement des institutions du pays. Dans cette vision salvatrice, comme stipulé dans son adresse à la nation le 23 octobre 2020. Le salut du peuple et la loi suprême, fait à Kinshasa le 16 novembre 2020. Astrid Madiatoumba. En santé, un protocole d'accord de collaboration a été signé entre la plateforme des organisations promotrices des mutuelles de santé du Congo et l'Association nationale des motocyclistes et mobilisateurs ANAMO, question d'assurer une meilleure prise en charge médicale à tous les conducteurs de taxi-moto. Serge Mata. Estimé à plus de 300 000 à travers la ville-province Kinshasa, les conducteurs de taxis-motos, communément appelés Wewa, travaillent dans des conditions précaires. Pour les sortir de ces situations, un protocole de collaboration et de partenariat a été scellé entre la plateforme des organisations promotrices des mutuelles de santé et l'Association nationale des motocyclistes et mobilisateurs, ce qui s'inscrit dans la ligne droite la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la santé pour tous. Nous sommes très ravis. Nous, les motards, nous sommes une couche de la population à des fois abandonnée, à des fois exposée à des accidents, dont à des fois nous manquons de possibilités. Nous convions tous les motocyclistes de la République démocratique du Congo de pouvoir s'adhérer à cette initiative. C'était en présence du secrétaire général au travail et la prévoyance sociale, Jean Massassou. La présente convention a pour objet, selon le coordonnateur de la plateforme des organisations promotrices des mutuelles de santé, Henri Kanvunzi, de permettre à tous les motocyclistes, communément appelés Wewa, de bénéficier des soins de santé de qualité. Les Wewa doivent savoir qu'ils ne sont plus seuls dans les problèmes qu'ils ont de l'accès aux soins de santé. Aujourd'hui, ils ont un partenaire fiable qui est la plateforme des organisations promotrices des mutuelles de santé et aussi avec l'œil vigilant de l'administration publique. Premièrement, nous allons mettre en place les comités d'initiative qui regroupent tous les membres de ces deux associations venant du niveau national. Et après, maintenant, nous allons partir par district à Kinshasa parce que le processus il est national. Précisons-le que la mutuelle de santé est une assurance qui complète la prise en charge des frais de santé. Une page noire dans ce journal. La radio-télévision nationale congolaise est en deuil. Elle a perdu l'un de ses meilleurs journalistes et présentateurs d'émissions d'actualité en la personne de Joël Lungenza. Il a tiré sa révérence le dimanche dernier des suites d'une crise cardiaque et Eddie Tchala relève à travers ce portrait les qualités exceptionnelles de ce chevalier de la plume qui nous quitte par une mort inopinée. Partie de quoi pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'Est. Merci pour la parole. C'est humainement intenable, Yadjo. Difficile à combler professionnellement. La fragilité de la vie questionne sérieusement les raisons de notre existence. Joël Lungenza, producteur et présentateur des émissions ici à la télévision nationale. La dernière, tu l'as présentée samedi dernier avec prestance, n'accusant aucune faiblesse. Et pourtant,
Le temps d'un matin et d'un midi, tu as tiré ta révérence. Les grands événements couverts par la radio-télévision nationale congolaise ces 10 dernières années ont connu ta touche. Le 14e sommet de la francophonie t'a fait prendre des marques. Le sommet de la SADC de Kinshasa les a affermis. Mettre la force et l'énergie dans la réussite de la couverture médiatique des grands événements dont les 2 cités ne sont qu'illustratifs était pour toi devenu une habitude, si pas une destinée. Tu pars en laissant une paperasse préparant l'accompagnement de la présidence de la RDC à l'Union africaine. On a discuté, on a réparti les tâches, et puis tu t'effaces. Joël, quel gâchis. Nous ne dirons pas que c'est un cataclysme, mais c'est une lourde perte pour nous. Si c'était encore possible, que tu voies les désarrois dans lequel tu as plongé notre équipe de la rédaction, tu te raviserais. Ni toi, ni nous, personne n'est tenant les manettes de la vie, nous n'avons plus qu'à nous résigner devant cette fatalité. Tu as joué ta partition, fais alors un bon voyage, si jamais voyage il y a. Et le programme de ces obsèques se présente comme suit. Mardi 24 novembre de 18h à 6h, la veillée mortuaire sera organisée sur l'avenue Colonel Munjiba, numéro 6789 sur le boulevard du 30 juin, non loin de Chanik Métal. La levée du corps aura lieu ce mercredi 25 novembre à 10h à la morgue de la clinique Ngalema et l'enterrement à la chapelle Jean-Baptiste derrière Mbétique, Nouvelle Cité. Que son âme repose en paix. C'est par ici que nous bouclons la boucle de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h, retrouvez Malou Bella pour la suite de l'actualité. Bon début de semaine à toutes et à tous. Continuez d'observer les gestes barrières contre la Covid-19. Merci.